Kairé à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons parler des guerres diadoques, mais pour éviter de faire des digressions de tous les côtés, de parler de tous les diadoques, c'est-à-dire les successeurs d'Alexandre le Grand, je vais vous parler d'un qui me semble très important, Antigone le Borgne. Pourquoi ce dernier? Eh bien parce que c'est lui qui va le premier prendre le titre de roi après Alexandre et initier ce qu'on appelle la période hellénistique et des grands princes, des grands rois qui vont régner, on va dire, durant tout le IIIe siècle avant notre ère jusqu'au 1er siècle avant notre ère et les conquêtes romaines. Alors juste avant ça, plongez dans les commentaires pour proposer un sujet de la vidéo qui aura lieu lundi prochain. Alors, sans plus attendre, je vous invite à aller voir avant celle-ci la vidéo où je parle d'Alexandre et de son rapport avec la noblesse macédonienne. Elle est importante pour comprendre un peu ce qui va se passer dans cette vidéo. Et puis, je vous invite aussi, tant qu'à faire, à aller voir la vidéo parlant de la bataille de Gaugamel et d'Alexandre. Fin de la parenthèse. Alors, avant d'arriver jusqu'à la succession d'Alexandre, je vais vous parler un peu de ce personnage qui est Antigone le Borgne avant la mort d'Alexandre. Alors, qui est-il d'abord? C'est un Macédonien, sans surprise. Il est né en Macédoine en 382, c'est-à-dire à la même date, à la même année que Philippe II de Macédoine. Donc il est exactement de la même génération que le père d'Alexandre le Grand, donc ça a de l'importance. Certains historiens antiques, notamment Élien, disent qu'en fait c'est un homme modeste, fils d'un paysan. Alors c'est surtout pour le décrier, Élien décrit beaucoup les diadoques, il les critique notamment parce qu'il démantèle l'empire d'Alexandre, mais c'est peu probable, notamment parce que on suppose qu'il est en fait de la noblesse de la ville d'Élimée, et on le sait parce qu'il a été marié à une princesse Oreste, ou l'inceste, je ne sais plus trop, c'est-à-dire un territoire qui est au nord de Élimée. Élimée elle-même est au nord de la Thessalie, c'est-à-dire un territoire entre la Macédoine et l'Épire. Région frontalière de la Macédoine très importante, notamment parce qu'il y a beaucoup de pillards dans la région. C'est une zone de commerce, c'est une zone de conflit avec l'Épire, c'est une zone d'influence importante pour l'expansion de la Macédoine, et on suppose que ce mariage a renforcé la position de Philippe II dans la région. On sait que sous Philippe II, il fait partie du Conseil royal, c'est un État-roi, donc on pourrait considérer que c'est un compagnon de Philippe II de Macédoine, directement. Et au même titre que Antipater, Parménion ou Polyperchon. Donc, en fait, il fait partie de la vieille garde et il participe très probablement à la fondation de la Ligue de Corinthe. J'en reparlerai plus tard. Alors, lorsque... hop là, du vent qui fait tomber les notes, c'est pas grave. Lorsque Philippe II va mourir en 336, son fils Alexandre va reprendre les projets de son père d'envahir à l'origine uniquement l'Anatolie, donc une partie de l'Empire perse. Et il va charger certains des vieux généraux de la garde, la vieille garde de Philippe II, eh bien, de préparer le terrain tout en gardant près de lui ses somatophylaques. C'est quelque chose qu'il fait très souvent, Alexandre. Il éloigne un petit peu les généraux qui étaient fidèles à son père, il leur donne des missions un peu en autonomie. C'est une manière de leur donner en fait, des responsabilités, de garder un peu leur confiance, mais de l'autre côté, de les écarter de lui pour prendre ses propres décisions de son côté. Donc Parménion est envoyé à Méandre, et Antigone, lui, va à Priene, et en 334, il arrive à rallier la ville de Priene à la cause d'Alexandre. En 334, lorsque Alexandre débarque en Anatolie et attaque l'armée perse à la bataille du Granique, Antigone fait partie des forces et il commande une partie des effectifs, une grande partie des effectifs. Je vous rappelle, il y a moins de 40 000 hommes dans l'armée. Et bien, Antigone a quand même 7 000 hommes sous son commandement, et pas n'importe qui, les 7 000 Grecs qui se sont ralliés à l'armée d'Alexandre. C'est pas si anodin, beaucoup d'auteurs l'oublient. Alors bon, Diodore de Cécile en parle, Plutarque aussi, mais beaucoup d'historiens contemporains l'oublient, mais selon moi, c'est un des indices qui nous montre que Antigone le Borgne avait la confiance des Grecs, notamment parce que il était un des proches de Philippe II, et probablement il a participé à la première fondation de la Ligue de Corinthe, et sera de l'importance car plus tard dans sa vie, il refondera cette ligue. Mais passons, en tout cas dans la bataille du Granique, on ne pense pas qu'il les commande directement, en fait il doit faire le rôle d'intermédiaire entre Alexandre et les 7000 Grecs, et on sait qu'il fait partie de la cavalerie lourde des somatophylaques, enfin plutôt des hétaroi, pas des somatophylaques, il ne l'a jamais été, des hétaroi d'Alexandre. Donc
après cette bataille triomphante, Alexandre commence son épopée en Asie, et il part notamment vers la ville de Gordion, il part vers la Perse. À ce moment-là, il a le ralliement de tous les nobles macédoniens, et il va commencer eh bien, à laisser des troupes derrière lui pour tenir le pays. Et notamment, il ne va pas avoir le temps d'assiéger une ville très importante qui s'appelle Kélanai. C'est une forteresse où en fait, les Perses ont laissé des mercenaires, 1000 Cariens et 100 mercenaires grecs, encore une fois, des Grecs dans l'armée perse. Et cette forteresse est importante parce qu'en fait, elle est l'aboutissement de 3 grandes routes royales menant en fait de la Perse à l'Anatolie. Donc c'est un point clé stratégique des routes caravanières. Et plus tard, ce sera la capitale d'Antigone le Borgne. Donc Antigone est laissé là avec 1500 hommes seulement, principalement des Grecs, des mercenaires, et il doit assiéger cette ville et assurer les arrières d'Alexandre qui lui s'en va vers Gordion et plus tard vers Issos. Il finit par l'emporter, notamment en réduisant à la famine les assiégés qui vont finalement se rallier à ce dernier et ça va grossir les troupes d'Antigone. Par la suite, Alexandre ne la rappellera jamais. En fait, Antigone ne va pas participer à l'épopée d'Alexandre, tout simplement parce que Alexandre va le laisser dans cette région, il va le nommer satrape de Grande Phrygie. Je suis désolé, il y a des gens qui font du jardinage et un peu de bruit, j'espère que ça ne vous dérange pas. En tout cas, il le laisse satrape de ce qu'on appelle la Grande Phrygie, donc un peu le cœur de l'Anatolie, et charge à lui, de faire rentrer de l'argent de cette satrapie pour financer la guerre d'Alexandre, de pacifier toute la région, qui en fait Alexandre n'a fait que passer avec ses troupes, donc notamment par rapport à toutes les provinces alentours, la Paphlagonie, la Cappadoce, la Bithynie, la Laconie, enfin bref, tout un ensemble de territoires, l'Isorie, tout un ensemble de territoires qui forment toute l'Anatolie contemporaine et qui du coup n'est pas du tout soumise. Et il va réussir à le faire, et en plus de ça, il va réussir en 332 à vaincre plus de 20 000 Perses qui ont fui en fait après la bataille d'Issos. Et comme Alexandre, lui, est parti vers l'Égypte, ces Perses, ils ont eu une partie d'entre eux sont partis, et c'est pas juste des fuyards, des pillards, ce sont des guerriers, et ils viennent pour couper en fait la route de communication qui mène des nouveaux territoires d'Alexandre, en Phénicie, à la Macédoine. Donc il a une position stratégique fondamentale, Antigone, et il va triompher de tous ses adversaires. Il n'y a que la Cappadoce qu'il ne va pas réussir à annexer. Donc ça, c'est déjà un grand exploit qu'il va accomplir. Et il aurait pu, à partir de là, être rappelé par Alexandre pour venir, notamment en 331, participer à la bataille de Gaugamel. Alexandre va rappeler certains de ses généraux, notamment Néarque et d'autres, mais jamais il ne rappellera Antigone. Moi, j'y vois plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est qu'à cette époque, eh bien, il est déjà assez âgé. En fait, en 332, si vous suivez bien, il a 50 ans. Il fait partie de la vieille garde, il fait partie de la garde de Philippe II, et Alexandre commence à envisager d'envahir l'Empire perse. Et il sait que ça, c'est un plan qui ne plaît pas du tout aux fidèles de Philippe II, à l'ancienne noblesse macédonienne, notamment Parménion, et en fait, il a des oppositions dans son camp, et il ne veut pas avoir auprès de lui d'autres opposants. Donc, en mettant un homme de confiance, normalement, sur un territoire clé de communication entre la Macédoine et son armée, et en le laissant à la tête d'une grande satrapie qu'il élargit, donc en l'enrichissant, il pense en faire un allié, et surtout, eh bien, il s'en débarrasse pour ne pas l'avoir à ses côtés. Alors Antigone, ça ne le dérange pas. Antigone, lui, il va faire de l'argent pendant tout ce temps-là. Il va très bien gouverner toute cette grande région, et c'est une des premières grandes satrapies uniquement perses. Il n'y a pas une seule ville grecque à être gérée par des Hellènes ou par des Macédoniens. Et en fait, il va faire rentrer de l'argent, et assurer le ravitaillement de l'expédition d'Alexandre jusqu'à la mort d'Alexandre. Donc il a un rôle quand même assez important. Et toute sa vie va basculer lorsque Alexandre va mourir. En fait, en 323, Alexandre meurt. Et à la mort d'Alexandre, les généraux d'Alexandre, toute la noblesse macédonienne, en fait, ne sait pas trop quoi faire parce qu'Alexandre n'a pas pris de décision par rapport à son héritage. Alors il y a plusieurs prétendants. Le premier, le plus important, c'est celui qui est déjà là, c'est Philippe III de Macédoine. En fait, c'est un des fils de Philippe II, demi-frère d'Alexandre. Et les gens, ils sont partisans de ce dernier, notamment parce que comme il est considéré comme inapte à gouverner, parce qu'il a une maladie mentale, on suppose qu'il est épileptique. Donc du coup, à l'époque, c'est très handicapant par rapport aux dieux. Et du coup, on se dit on peut régner à sa place. D'autres veulent au contraire soutenir Roxane, parce que Roxane, la femme d'Alexandre, est enceinte
et elle attend peut-être un fils. D'ailleurs, elle va donner naissance à un fils qu'on appellera Alexandre IV. Et enfin, il y en a qui sont partisans d'un des enfants hors mariage qu'a eu Alexandre avec une de ses amantes, Barcine, et cet enfant s'appelle tout simplement Héraclès. Oui, Zeus enfante Héraclès, c'est normal. Donc, il y a plusieurs camps qui se forment. Les généraux d'Alexandre, donc en fait c'est Diadoque, ses successeurs, en plus ont été dotés de satrapies, de territoires, notamment Ptolémée à l'Égypte. Antipater régnait en Macédoine, c'était le régent d'Alexandre, hein, le régent de Macédoine. Donc Antipater, lui en Macédoine, considère qu'il doit garder le pouvoir au nom hein, des enfants d'Alexandre. Et finalement, il y a une énorme dissension et plusieurs généraux partent un peu de tous leurs côtés pour s'assurer un domaine, un fief. Donc c'est un peu l'anarchie. Et au milieu de tout ça, on a un homme, Perdiccas, alors je ne vais pas m'étaler sur cet homme-là, qui était Chiliarque, donc un des proches d'Alexandre, et qui va un peu rassembler les forces. Il va se porter comme étant le régent en fait des descendants d'Alexandre. Il veut garder l'empire unifié. Il envoie des ordres à Antipater, des ordres à Antigone, et ces derniers les refusent, hein, notamment Antigone. Et c'est là on voit un peu la vieille garde se rallie à Antipater. Antipater qui était un des hommes fidèles à Philippe II à l'époque et de la génération de Philippe II. Ce qui fait que Perdiccas voit déjà une dissension de ce côté-là. Il perd en fait la Macédoine et l'Anatolie. L'empire d'Alexandre commence à se diliter. Et en fait, on a Ptolémée qui déclare lui aussi un peu son autonomie en Égypte. Donc on est entre 323 et 322. Et donc Perdiccas a quand même d'énormes moyens. Il a toute l'armée d'Alexandre, tout son trésor. Et il a aussi les descendants hein, près de lui. Donc il envoie des armées un peu de tous les côtés. Et notamment, il envoie Eumène de Cardia, un grec, le seul grec important des proches d'Alexandre, et il envoie pour mater la rébellion d'Antigone le Borgne. Antigone le Borgne doit fuir près d'Antipater, il se réfugie près de ses anciens compagnons d'armes, tout simplement. Alors, en 322, Antigone est nommé par Antipater chef de la flotte pour lutter face à Perdiccas, notamment en mer Méditerranée. Il va d'ailleurs défaire à Chypre, près de Salamine de Chypre, la flotte de Perdiccas, grande victoire de la part d'Antigone, qui interdit ainsi l'accès à la Méditerranée à Perdiccas. Et puis surtout, en 321, il y a la mort en fait comment s'appelle de Perdiccas, qui est assassiné en fait par ses propres généraux en fait, alors qu'il marchait contre l'Égypte de Ptolémée. Et parmi ces généraux, il y a notamment Séleucos qui va devenir en fait un des grands prétendants à la satrapie de Babylonie et finalement à tout l'Orient. Alors, je continue. À partir de là, Antigone est nommé satrape d'Asie par Antipater. En fait, techniquement, Antipater devient le vrai régent de la Macédoine, hein, donc de l'Empire, et il nomme Antigone à la tête d'une armée d'Asie pour faire la guerre, notamment à Eumène de Cardia, qui prend la succession de Perdiccas et qui a notamment vaincu en 321 Cratère, et un des grands généraux d'Alexandre, et l'a tué dans la bataille. Donc, il y a la guerre contre ce dernier. Antigone connaît très bien l'Anatolie, puisqu'il a régné là-bas pendant plus de 10 ans, il a plein de fidèles dans la région, et il va triompher, hein, avancer face à Eumène de Cardia. Alors, le problème, c'est que en plus de ça, Antipater, il lui fait complètement confiance, il en fait une sorte de vice-roi, puisqu'il lui confie la garde des enfants d'Alexandre. C'est un gage de confiance. Donc, Antigone accepte, et on voit qu'il y a vraiment une amitié qui est forte entre la vieille génération face à tous ces jeunes-là, prétendants, qui étaient de la génération d'Alexandre. Et en fait, cette vieille garde, elle se veut légitimiste, elle veut protéger les intérêts en fait, des descendants d'Alexandre, alors même qu'en face, ils sont en train de soutenir plutôt Philippe III, donc le demi-frère d'Alexandre. Et en fait, le problème, c'est qu'en 320, Antigone se dispute avec son second, qui était nommé par Antipater, qui est Cassandre, et qui n'est ni plus ni moins que le fils d'Antipater. Donc là, les deux se disputent, notamment parce qu'en fait, Cassandre n'est pas content d'avoir perdu la confiance de son père, il pensait être lui stratège d'Asie, et en plus de ça, on suppose qu'Antigone, lui, n'est pas content parce qu'il voudrait mettre comme second son propre fils Démétrios. Donc il y a conflit. Finalement, Antigone prend de plus en plus de puissance en Anatolie, il récupère toutes ses possessions, il bat Eumène de Cardia, il le fait replier, et finalement, Antipater rappelle Cassandre, il rappelle son fils, mais avec les enfants d'Alexandre. Antigone ne peut pas s'opposer à cette décision, et d'ailleurs, Antipater, pour un peu arrondir les angles, va proposer sa propre fille, Phila, qui va marier Antigone, et c'est cette femme a marié Antigone, qui vont en fait donner naissance plus tard à Antigone de Gonatas,
hein, descendant des Antigonides et descendant de Antipater, donc une grande dynastie macédonienne. Peu importe. En tout cas, pour l'instant, l'alliance marche, mais malheureusement, en 319, eh bien, Antipater meurt, et Antipater, il a nommé à la tête à sa succession, non pas son fils, mais un autre général, hein, Polyperchon, qui est un vieil homme. Alors lui, il a carrément 80 ans. Il avait 10 ans de plus que Philippe II. C'est vraiment un homme même des dynasties avant Philippe II. Bref, c'est vraiment la vieille garde. Et c'est lui qui a été nommé régent à la place de Cassandre. Alors Cassandre entre en opposition avec ça, notamment parce que Polyperchon, lui, cherche la paix. Et il veut en fait faire la paix avec Eumène de Cardia. Et en fait, rappeler Antigone, rappeler Séleucos, rappeler Ptolémée, rappeler tout le monde. Du coup, Antigone se révolte contre ce dernier, et il se retrouve un peu en étau avec la Macédoine d'un côté, et de l'autre côté, l'Asie, et lui, il est là, en Anatolie. Ptolémée, heureusement, pour lui aussi, déclare son indépendance, et on a même Cassandre, qui finalement se met un peu dans les pattes d'Antigone, et vient se réfugier en Anatolie, et déclare la guerre aussi à Polyperchon pour récupérer la Macédoine. S'ensuit un conflit très dur, entre d'un côté les forces de Polyperchon et les forces d'Antigone. Antigone va triompher, notamment grâce à une attaque nocturne sur la flotte adverse, et il va s'emparer en fait de la Méditerranée. En fait, il va dominer l'espace naval, et ça va lui libérer en fait son armée pour marcher sur l'Asie contre Eumène de Cardia. Tandis que Cassandre, lui, réinstalle entre 319 et 316 son autorité en fait en Grèce. Je vous résume un peu rapidement tout ça, mais on va dire qu'Antigone, il a beaucoup de fonds, il règne sur une des provinces les plus riches de l'ancien empire d'Alexandre le Grand, et grâce à ça, il peut marcher en fait tranquillement sur l'Asie contre Eumène de Cardia, qui lui, par contre, a une immense armée, notamment une armée composée des anciens fidèles d'Alexandre et surtout de ses troupes d'élite, hein, les phalanges macédoniennes qui ont combattu avec Alexandre pendant toutes ses campagnes, notamment les Aéripaspides, donc les boucliers d'argent, si je ne me trompe pas, qui sont les vétérans de l'armée d'Alexandre. Et il y a plusieurs batailles, hein, entre 318 et 317, il y a une sorte de statu quo. Antigone s'est aventuré très loin, il est carrément en Iran actuel, hein, il est pas défait, mais obligé de retraiter à la bataille de Paraseiten à la fin de 317. Il y a une sorte de statu quo, et entre l'hiver 317 et 316, les deux armées vont hiverner en Perse, chacune de leur côté. Et vous savez, à l'époque, quand vous devez hiverner, eh ben, vous dispersez un peu vos troupes pour éviter d'affamer un territoire. Or, Antigone va avoir l'intelligence de ne pas disperser ses troupes et de profiter, en plein cœur de l'hiver, en janvier 316, de marcher contre Eumène de Cardia, de l'attaquer. Alors, Eumène de Cardia arrive quand même à rassembler ses troupes, et il y a une grande bataille, la bataille décisive, pour en tout cas cet acte-là, qui est la bataille de Gabienne, puisque durant cette bataille, en fait, Eumène de Cardia va être vaincu. Alors, la bataille, elle est bien décrite par les auteurs antiques, notamment parce que Hieronymus de Cardia, qui est un des grands biographes des Diadoques, qui est cité par Diodore, par Plutarque, par Élien, en fait, il était à la cour de Eumène, et il a participé à la bataille. Et après cette bataille, il passe dans le camp d'Antigone. Donc c'est un gars qui va en fait connaître toutes ces guerres-là des Diadoques et qui va écrire sur ces dernières. Donc c'est une de nos sources principales, même si ces textes ne sont pas parvenus, ils ont été recopiés par la suite. Et pendant la bataille, en fait, il y a deux éléments qui vont faire triompher Antigone. En fait, d'abord, il y a sa charge de cavalerie menée par son fils Démétrios, le futur Poliorcète, qui vont bousculer la cavalerie de Eumène, qui lui doit un peu se replier. Il n'est pas complètement vaincu, il n'est pas en déroute. Pendant ce temps, au centre, eh bien, l'infanterie de Eumène, les vétérans d'Alexandre sont en train d'enfoncer le centre d'Antigone, hein, notamment parce que ce sont des hommes, des vétérans qui ont plus de 60 ans et qui ont une expérience monumentale de la guerre. Ça fait plus de 30-40 ans qu'ils font tous la guerre. Mais pendant ce délai-là, Démétrios essaie de converger, d'attaquer à revers ces derniers. Ils font une sorte de carré, de piqué, on n'arrive pas à les vaincre. Eumène pourrait réattaquer, mais heureusement Antigone a eu une idée. Profitant d'un nuage de poussière, parce que ça se passe dans une sorte de désert, de plaine désertique, avec du sable, de la poussière, il envoie en fait des contingents de cavaliers mèdes et tarentins, oui, de la cité de Tarente, foncer sur le campement en fait de son adversaire et s'emparer en fait de leur trésor. Et dans ce trésor-là, il y a tous les biens des vétérans d'Alexandre et leurs familles. Donc, en fait, ce qui fait Antigone,
c'est qu'il va après négocier avec les chefs de ces phalanges-là en leur disant voilà, trahissez Eumène, ralliez-vous à nous. C'est pas vraiment en fait trahir, en fait, c'est vous rallier aux légitimistes, c'est-à-dire nous qui prétendons défendre les Agéades, et on vous rendra votre pognon et votre famille. Donc vous imaginez 30-40 ans de campagne pour tout perdre en une bataille, même si on est encore en vie. Bon, ils ont accepté les mecs. Hein. Bon, les chefs de ces contingents ont tout de même été mis à mort par Antigone. Eumène, lui aussi, est mis à mort. Et les satrapes d'Eumène, qui s'étaient ralliés à Antigone, pour beaucoup vont être remplacés par Antigone, qui commence à s'installer pleinement en Asie. Il ressuscite l'empire d'Alexandre, il remet sur leur poste des Perses et d'anciens satrapes qui avaient été renversés par les différents diadoques. Donc en fait, il reprend un peu l'ambition d'Alexandre le Grand, et ce faisant, il se retrouve confronté déjà à Séleucos, qui perd la Babylonie, puisqu'en fait, il n'avait pas bien soutenu Antigone, donc il s'enfuit et rejoint Ptolémée, et il se retrouve opposé à Cassandre, qui entre-temps a récupéré toute la Macédoine, a fait exécuter Olympias, voilà, carrément la mère d'Alexandre, parce que cette dernière a essayé de conquérir la Macédoine, et en fait, Antigone est tellement puissant que Ptolémée, Cassandre, Lysimaque, tous les diadoques s'opposent à lui et forment une coalition pour le vaincre. Alors là, Antigone, il a un grand avantage, il a récupéré tout le trésor, qui est 10 fois supérieur à ses rentrées d'argent annuelles. Donc c'est un énorme trésor, 10 000 talents qu'il rassemble, qui lui permettent de lever une grande armée et de mener la guerre sur plusieurs fronts, pacifier les satrapies asiatiques, l'Anatolie, faire la guerre à Cassandre en Anatolie et partir vers l'Égypte pour récupérer la Syrie qui a notamment été prise par Ptolémée. En 315, il assiège la ville de Tyr et pendant ce siège, il va déclarer, il va faire ce qu'on appelle la proclamation de Tyr. C'est une très grande proclamation où il proclame l'indépendance des cités grecques. Alors ça, c'est pas juste un acte gratuit, c'est pour mettre des bâtons dans les roues à Cassandre, d'accord, mais ce faisant, il va initier en gros une tradition importante qui est celle de donner de l'importance aux cités grecques, au monde grec. C'est le début de l'évergétisme hellénistique. Donc, il proclame l'indépendance des cités grecques et il se proclame protecteur de toutes les cités grecques. En plus de ça, alors je sais pas, il le fait un peu plus tard, mais il refonde la Ligue de Corinthe, je vous en avais parlé, donc en fait une sorte de coalition grecque macédonienne, qui était normalement l'alliance entre les deux, alors que en fait par la suite c'est directement les Macédoniens qui dominaient la Grèce. Et enfin, il s'oppose aux ambitions de Cassandre, notamment en disant que c'est un usurpateur et qu'il a mis à mort en plus Olympias. Donc, il critique les diadoques qui sont en train de mettre à mort la famille d'Alexandre. Donc il se pose un peu comme un légitimiste, un protecteur de l'héritage d'Alexandre et de sa famille. Alors, il finit par l'emporter à Tyr. En 314, il déclenche une immense guerre navale contre Cassandre. Et de 314 jusqu'à 312, il commence à dominer toute la Méditerranée. Notamment, il fonde la Ligue des Nésiotes. Donc c'est une ligue navale qui rassemble les différentes îles des Cyclades. Et il prend pied dans le Péloponnèse, où il envoie le très vieux Polyperchon, qui avait donc perdu en fait, la domination de la Macédoine face à Cassandre, et qui commence à rallier le Péloponnèse. Et finalement, il a une opportunité de paix qu'il refuse, il pense pouvoir l'emporter, mais en 312, alors qu'il va pour marcher sur la Grèce et écraser Cassandre, Ptolémée va attaquer la Syrie, qui est protégée par Démétrios, et va vaincre son fils Démétrios à la bataille de Gaza. En fait, durant cette bataille, Démétrios va faire une erreur tactique, il va trop pourchasser l'aile droite adverse qu'il a mis en déroute grâce à sa cavalerie, et ce faisant, il ne va pas venir en aide à son armée. Et deuxième erreur, ses propres éléphants vont tomber dans un piège adverse, en fait des sortes de herses, de pics de fer qui étaient cachés, dans lesquels ils vont s'empêtrer, ils vont se prendre plein de javelots et ils vont se retourner contre ses propres troupes. Donc c'est une catastrophe militaire. Ptolémée, qui est quand même un malin, va rendre les morts, va rendre les prisonniers à Démétrios. Il y a une sorte de paix sur ce front-là qui est déclarée, et Antigone est obligée d'arrêter la guerre. Il y a une paix qui est signée en 311, et cette paix, elle a d'énormes conséquences. D'abord, en fait, après la bataille de Gaza, sachez que Séleucos, qui était toujours chez Ptolémée, a traversé la Syrie et il est reparti en Babylonie et il est en train de remonter l'Asie contre Antigone et contre Démétrios. Et donc Antigone, c'est sa priorité, c'est conserver l'Asie. Du coup, il fait la paix avec Ptolémée et Cassandre, qui d'un coup ne soutiennent plus du tout Séleucos, parce qu'ils sont tranquilles de leur côté pour réinstaller leur pouvoir. Donc Antigone, il fait la paix avec tous ces gens-là. Il obtient malheureusement pas la garde des enfants
de Alexandre. C'est une catastrophe, ça par contre, qu'il a un peu délaissé, peut-être volontairement, puisqu'en fait, plus tard, en 310 et en 309, tous les descendants d'Alexandre vont être assassinés. En fait, cette paix séparée fait qu'Antigone se concentre sur Séleucos, pendant qu'en 310, en fait, alors qu'il est parti, eh bien, Ptolémée et Cassandre redéclarent la guerre à Antigone. Voilà, c'est terrible. Donc Antigone, il est sur 3 fronts, il donne de la tête de tous les côtés pour maintenir l'Empire, et il lui manque en fait, il a tout le centre, mais il lui manque la Macédoine, une bonne partie de la Grèce, l'Égypte et l'Extrême-Asie, qui est sous la domination de Séleucos. Et lui, il est au milieu de tout ça, et du coup, il réattaque Cassandre, et là, Cassandre, il sent qu'il pourrait perdre, notamment parce qu'en fait, en Grèce, il subit plein de revers, bataille navale sur bataille navale, il les perd. Heureusement pour lui, il y a des traîtres à la cause de Antigone, les propres neveux d'Antigone vont le trahir, ce qui fait que, du coup, Antigone va devoir récupérer ses troupes à force de combat, donc ça, c'est du temps perdu pour Antigone. Et Cassandre, qui se sent menacé, fait carrément assassiner Alexandre IV et Roxane, qui commençait à devenir adolescent. Alexandre IV, si je ne m'abuse, en 310, il a donc 13 ans, donc c'est un adolescent, bientôt un homme, il pourrait s'échapper et mener une propre carrière, donc il le met à mort. Et Polyperchon, qui est dans le Péloponnèse, qui décide de se rallier à Cassandre, lui, il va faire assassiner en 309 Héraclès, dont il avait la garde. Donc c'est la fin en fait des descendants d'Alexandre. Philippe III est lui-même assassiné quelques temps avant ou quelques temps après, je ne me rappelle plus. Donc c'est la fin des Argéades, des descendants de Philippe II et d'Alexandre le Grand. Et du coup, c'est le début vraiment de la période hellénistique. Et parmi ces derniers, on a Antigone. Antigone qui prétend descendre lui aussi d'une lointaine dynastie argéade et qui va commencer, il défait en partie Séleucos, il marche sur Ptolémée, il s'allie avec Ptolémée pour reconquérir la Grèce face à Cassandre qui devient trop puissant. Donc vous voyez, les alliances vont et viennent. Finalement, j'ai le soleil, à la fin de la vidéo, le soleil m'illumine. Finalement, en 308, donc cette alliance mène à la reconquête de la Grèce. En 307, Athènes est libérée par Démétrios Polorcète. D'ailleurs, Athènes, à partir de là, va vouer un culte à Antigone et à Démétrios. Et en 306, Ptolémée, en fait, retrahit à nouveau Antigone. Il y a une immense bataille navale, et encore une fois, Antigone l'emporte. Il faut savoir qu'à l'époque, Antigone, il a 75 ans. Hein, et donc, on est en 306, c'est la bataille de Salamine de Chypre. Antigone est en train de vraiment dominer tout le monde. Il n'est pas trop embêté en Asie, parce qu'en fait, Séleucos est obligé d'attaquer l'Inde, qui est en train d'attaquer l'extrême-orient de son empire. Et finalement, en 306, comme il n'y a plus de descendants d'Alexandre, Antigone est le premier à se déclarer Basileus. Il se déclare roi, voilà, calife à la place du calife. Et c'est en fait techniquement la fin en fait, des successeurs d'Alexandre, parce que les guerres diadoques, même si elles continuent par la suite, ce sont en fait des guerres entre princes. Parce que suite à cette déclaration, et en plus de ça, il accroche à ce titre royal son propre fils, Démétrios, ce qui fait qu'il annonce qu'il va fonder une dynastie. Et donc face à cela, pour éviter que des Macédoniens, des gens se rallient à cette dynastie, parce que c'est plus simple, dynastie qui prétend en plus descendre des Argéades, et qui en plus a été mariée à Antipater, un grand régent de Macédoine, et bien tous les grands régents en fait, et satrapes vont se déclarer rois. Lysimaque, Cassandre, Ptolémée en 305, Séleucos. C'est le début des princes hellénistiques. Voilà. C'est pour ça qu'Antigone est important, parce que c'est lui qui ose franchir ce pas. Il traverse le Rubicon, il devient roi. Alors, il n'arrive pas à envahir l'Égypte. Entre 305 et 304, du coup, il se concentre plutôt pour conserver son hégémonie en Méditerranée et récupérer la Grèce. Il fait le siège de Rhodes pendant 1 an. Alors, c'est son fils qui va d'ailleurs gagner le nom de Polyorcète, le preneur de cité. Ça a été un siège monumental. Peut-être qu'un jour, j'en parlerai, avec tour de siège et tout, du jamais vu pour le monde grec. C'est quelque chose d'assez peu courant, les sièges. Et finalement, Rhodes n'est pas prise de force. Elle se rend sous les conseils de Ptolémée. Et en échange de sa reddition, elle n'est pas pillée. Et il y a une paix qui est faite entre les Rhodiens et Antigone. Antigone a les mains libres pour reconquérir la Grèce. Il libère le Péloponnèse, Athènes, la Béotie, la Thessalie. Il va de victoire en victoire. Cassandre est proche de tomber. Et du coup, en 302, tous les grands souverains hellénistiques se coalisent pour vaincre Antigone, qui décidément ne meurt pas, ne meurt jamais. Il atteint les 80 ans en 302. En 301, ils l'attaquent. Ils font une immense coalition.
c'est la der des der, hein, la dernière des grandes batailles. Séleucos revient d'Asie avec plus de 500 éléphants, des milliers de combattants. Lysimaque et Cassandre se rassemblent. Ptolémée doit avancer. Antigone rassemble tous ses fonds, toutes ses troupes. Il rappelle Démétrios et tout ça. Les coalisés, en plus, sont en train d'arriver au centre, attaquent l'Anatolie, donc le cœur de l'Empire. Hein. Je vous rappelle qu'Elanaï, c'est la capitale de Antigone. Et du coup, ils vont réunir, les deux armées vont se rencontrer à la bataille d'Ipsos en 301. Alors, il y a un seul grand souverain hellénistique qui n'est pas présent à cette bataille. En fait, c'est tout simplement Ptolémée. Ptolémée qui, en fait, a décidé, quand il a appris qu'en fait Antigone avait gagné quelques batailles contre Lysimaque, des premières petites batailles, il considère que c'est trop dangereux et en fait il se retire. Donc en fait, il se met plutôt dans une position attentiste, Ptolémée. Et du coup, l'affrontement a lieu et dans chaque camp, il y a à peu près 80 000 hommes. C'est énorme comme effectif. En fait, les deux armées à elles réunies reforment en fait l'apogée de l'armée d'Alexandre et chacune des deux armées, c'est le double de l'armée d'Alexandre au début de son expédition, pour vous dire. Et il y a des éléphants dans chaque camp, surtout dans le camp de Séleucos, qui a 500 éléphants. Hein, suite à son traité de paix avec les Indiens, il a obtenu 500 éléphants de guerre. Je crois que c'est une des batailles où il y a eu le plus d'éléphants de guerre engagés de l'histoire de l'humanité. Donc c'est énorme. Il a des milliers de chars. Il y a de chaque côté des milliers aussi de cavaliers. C'est une bataille titanesque, dont je vous ferai peut-être l'exposé un jour. Hein, on verra. Voilà, ça peut être un sujet à mettre en commentaire. Mais sachez qu'il y a deux éléments à retenir dans cette bataille. Démétrios, qui a d'ailleurs auprès de lui le jeune Pyrrhus, futur roi des Pyres, qui est connu, et va triompher sur son flanc. C'est un magnifique meneur de cavalerie, mais malheureusement, il n'a pas le génie d'Alexandre qui est de ne pas poursuivre l'ennemi quand il ne le faut pas, comme il l'avait fait d'ailleurs à Gaugamel. Alexandre a su revenir aider ses troupes, et finalement, le centre de l'armée d'Antigone va être défait, et notamment au cours de la bataille, Antigone est touché par un javelot, et il meurt au cours de la bataille. Il est tué par un javelot, et on suppose que la mort en fait, d'Antigone a amené la déroute de son ensemble d'infanterie, parce que oui, à 81 ans, Antigone le Borgne menait ses troupes sur le champ de bataille, à pied, pas à cheval, parce qu'il n'avait pas assez de troupes. Pour conclure un peu sur cette vidéo, sachez que en fait, Antigone est important, car il illustre bien ces guerres des Diadoques. Après Antigone, la plupart des successeurs d'Alexandre, des grands généraux, ont leur satrapie. Séleucos en Asie, Ptolémée en Égypte. Le fils d'Antigone va fonder la dynastie antigonide, Démétrios, en s'emparant de la Macédoine. Cassandre et Lysimaque restent plutôt dans le nord, et puis finalement ils finissent par disparaître. Et en fait, on a aussi un des traîtres à Antigone, qui va fonder en fait la dynastie des Attalides, donc en Anatolie. Donc en gros, toutes les grandes dynasties découlent de cette bataille d'Ipsos et de ce règne mouvementé d'Antigone Ier, fondateur des Antigonides, qui affronteront les Romains et seront finalement défaits par les Romains. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci de votre attention, et puis portez-vous bien.